Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Bruno Delettré. Bonjour. Directeur général du Crédit Foncier, et vous publiez cette semaine les résultats de votre baromètre annuel sur les marchés immobiliers résidentiels. Alors Bruno Delettré, en dépit de taux d'intérêt très bas, le marché de l'immobilier, diriez-vous qu'il a fait de la résistance en 2014 ou votre jugement est plus sévère ? Je pense qu'on peut dire qu'on est dans le creux de la vague. Creux de la vague parce qu'on a des chiffres qui sont, notamment sur le logement neuf, qui sont mauvais. Puisqu'il y aura eu un peu moins de 300 000 logements neufs construits en 2014. C'est très très peu historiquement. De la même façon, quand on regarde les transactions dans le marché de l'ancien, nous estimons que 2014, ça représentera à peu près 705 000 transactions. C'est aussi un chiffre qui est faible. Et puis, on constate aussi une érosion du prix sur le résidentiel, de l'ordre de 1% en moyenne, bien sûr avec des disparités importantes d'une région à l'autre, mais des prix qui sont aussi en recul. Donc en fait, c'est le creux de la vague. La question, c'est est-ce que ça va rebondir en 2015 ou pas ? Alors justement, quel scénario privilégié pour cette année 2015 sur les marchés résidentiels ? Je crois qu'on a une situation qui est assez contrastée, puisque d'un côté, on a un environnement macroéconomique qui n'est pas vraiment très favorable, puisqu'on va avoir une croissance qui ne va pas être très vigoureuse, et donc un taux de chômage qui va continuer à augmenter, et donc des revenus des ménages qui seront sous pression. Donc ça crée un environnement macroéconomique qui n'est pas très favorable. Mais à l'inverse, on a un environnement financier qui est extrêmement favorable. Alors pourquoi ? D'abord parce que la Banque centrale européenne, comme vous le savez, a annoncé des mesures de quantitative easing, donc ça veut dire beaucoup de liquidités dans le marché. Ça se traduit par une baisse des taux d'intérêt qui est historique, puisque à la fin de l'année 2014, le taux moyen des prêts immobiliers aux particuliers, c'était un peu moins de 2,40%. Donc si on compare par exemple à 2008, si on regarde pour une mensualité constante d'un client, son pouvoir d'achat immobilier fin 2014 par rapport à 2008, il a augmenté d'à peu près 15% par la baisse des taux d'intérêt. Donc ça, c'est un élément extrêmement favorable. Et le dernier élément favorable que je citerai sur le plan financier, c'est que l'écart entre les taux de rendement de l'immobilier et le taux de placement sans risque des emprunts d'État, eh bien, il est à des niveaux historiquement très hauts. Mais alors, selon vous, justement, par rapport aux taux d'intérêt, vont-ils rester bas ou vont-ils se stabiliser au cours du premier semestre 2015 pour remonter progressivement à partir du second semestre? Quel scénario là aussi sur les taux d'intérêt? Alors sur les taux d'intérêt, vous savez, ça fait de nombreux mois qu'on dit ils vont remonter, mais ils ne font que baisser. Oui, bien sûr, un jour, ils vont forcément remonter. On ne peut pas rester très longtemps à ces niveaux très bas. Mais un scénario dans lequel on resterait à des niveaux bas, comme ceux qu'on connaît aujourd'hui pendant plusieurs trimestres, n'est pas du tout improbable quand on voit l'impact des mesures qui ont été décidées par la BCE. Donc, un scénario dans lequel les taux resteraient bas pendant toute l'année 2015 me paraît tout à fait probable. Avec une légère remontée d'ici la fin de l'année ? Probablement. Les nouvelles mesures en matière de politique du logement seront-elles, selon vous, efficaces à partir de cette année? On attend une relance, notamment en matière de prêt à taux zéro pour les primo-accédants et dans le neuf. Oui, donc le gouvernement a annoncé à l'été 2014, et puis c'est rentré en vigueur au 1er octobre 2014, des mesures sur le prêt à taux zéro, donc avec une augmentation des plafonds sur les zones B1, B2 et C. Et puis également, c'est passé un peu plus inaperçu, mais c'est très important, un alignement des plafonds de revenus des prêts à l'accession sociale sur ceux du prêt à taux zéro. Nous pensons, que ces mesures auront un impact. Et d'ailleurs, on le voit déjà, on l'a vu déjà sur le niveau des demandes de crédit. Vous savez, c'est ce qui anticipe un peu un indicateur avancé du crédit. Donc quand on compare nos demandes de crédit au crédit foncier entre le dernier trimestre 2014 et le dernier trimestre 2013, eh bien, en montant, en volume, sur les prêts à taux zéro, on est à plus 10%. Sur le prêt à l'accession sociale, on est à plus 25%. Donc, je pense que ces mesures auront un impact, notamment sur le marché du neuf,
évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de contre-signaux. Et de ce point de vue-là, la décision qui a été prise de supprimer l'APL, ou en tout cas de la modifier très fortement à compter du 1er janvier 2016, est une mesure qui, en termes d'accession à la propriété, serait extrêmement contre-productive. Et donc, nous espérons, avec les professionnels, que le groupe de travail parlementaire qui va se réunir sur le sujet des APL reviendra sur cette décision, parce qu'on a un marché du neuf qui est en train de repartir, et ce serait vraiment extrêmement dommage de casser ce mouvement de reprise. Et à propos justement du neuf, l'investissement locatif Pinel, ce nouveau dispositif va-t-il être suffisant pour séduire et faire revenir les investisseurs sur le marché ? Nous avons le sentiment qu'il y a effectivement un certain intérêt pour le dispositif Pinel et qu'il y a eu de la demande sur ce produit à la fin de l'année 2014. Donc oui, je pense que c'est un dispositif qui peut fonctionner. D'accord. Sur l'évolution des prix, tout de même un mot. Oui. Vos pronostics pour l'année 2015 ? Alors, l'environnement que je décrivais tout à l'heure fait que c'est assez compliqué cette année de faire des prévisions parce que l'environnement financier très favorable pourrait avoir un effet d'augmentation des prix. Nous voyons, nous, plutôt une poursuite de l'érosion des prix, un peu dans les mêmes ordres de grandeur qu'en 2014, c'est-à-dire de l'ordre de 1% en moyenne, avec toujours des disparités assez fortes entre les régions. 1%, là vous parlez pour les métropoles, pour les grandes villes, c'est ça avec... Oui, en moyenne, disons, à 1% en moyenne, ce qui veut dire qu'à certains endroits, ça peut décrocher plus. Cela dit, il faut bien être conscient que déjà en 2012 et en 2013, il y a des endroits où ça a déjà fortement décroché. Donc on est peut-être à des niveaux de prix qui commencent à être assez bas. Pour y revenir un petit peu, vous aviez commencé à l'évoquer tout à l'heure, un rapport de 3 organismes de l'État, dont l'Inspection générale des finances, et dévoilé par les Échos il y a quelques jours, préconise de remettre à plat les aides au logement et évoque des gaspillages. Qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est vrai que la politique du logement, la politique publique de soutien au logement est assez coûteuse en France, puisque quand on fait la somme de toutes les aides, on arrive à peu près à 43 milliards d'euros, donc c'est vrai que c'est beaucoup. Et quand on voit la situation du marché que je décrivais en 2014, on peut se dire que c'est beaucoup d'argent pour un impact qui n'est pas formidable. Par ailleurs, l'État français, comme beaucoup d'États européens, est confronté à une nécessité absolue de réduire ses déficits budgétaires. Donc de toute façon, c'est vrai qu'il faut faire des choix. C'est là que ça devient évidemment compliqué. Je crois qu'il est important qu'on fasse des choix, des mesures qui soient les plus efficaces pour le coût le plus faible, évidemment. Ça veut dire essayer d'éviter les effets d'aubaine, c'est-à-dire les mesures qui coûtent très cher mais qui finalement ont un impact assez limité parce qu'elles ne font qu'encourager des gens qui auraient été sur l'investissement immobilier et qui vont avec la mesure mais qui auraient été sans ça. Il faut se centrer sur des dispositifs qui sont peu coûteux sur le plan budgétaire. Je prends un exemple. Les mécanismes de garantie publique sont des dispositifs qui coûtent très peu et qui sont très efficaces, donc avec un effet de levier important. Il faut aussi, je pense, choisir ses combats et s'y tenir. Je parlais tout à l'heure de l'APL. Si on veut relancer l'accession sociale à la propriété, ce n'est pas sur l'APL qu'il faut, à mon avis, centrer les efforts d'économie. Peut-être que l'APL étudiant ou d'autres mesures, elles, qui créent des effets d'aubaine importants, seraient plus efficaces que l'APL accession, parce que là, on risque d'envoyer un contre-signal. Donc c'est un exercice difficile, mais je pense qu'on n'échappe pas à une forme de sélectivité dans les soutiens public à la politique du logement. Et selon vous, pour terminer, il faut territorialiser les politiques du logement ? Oui, je crois qu'il y a un consensus là-dessus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on raisonne souvent à l'échelon national, on cite des chiffres nationaux, on sait bien que c'est une réalité qui est un peu évanescente, parce que entre le marché parisien, le marché des grandes métropoles régionales, le marché rural, on est dans des situations complètement différentes. Et donc, vouloir imaginer des actions politiques et publiques qui s'appliquent de la même façon partout, c'est probablement pas adapté à la réalité des choses et des situations qui sont très différentes. Bruno Delettré, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.